Bonjour, bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur l'e-facturation. Euh, Aujourd'hui, on va essayer de répondre à vos questions concernant ce passage obligatoire le 1er janvier 2026. J'espère que vous êtes prêts. Alors aujourd'hui, un webinaire organisé par l'ADN dans le cadre de la stratégie digitale Wallonia. Et aujourd'hui, ce webinaire sur les facturations est orienté pour les comptables. Alors, on espère qu'on arrivera à répondre à toutes vos questions, même si elles sont peut-être plus pointues. Euh, alors, je m'appelle Pauline et je serai là pour modérer ce webinaire. On aura un expert sur l'e-facturation qui se présentera dans quelques instants. Avant ça, je vous présente en 10 secondes, rapidement, la plateforme. Donc, la plateforme, vous avez un espace chat. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Vince. Ah, je vois que d'autres n'ont pas mis bien leur prénom en arrivant sur la plateforme. Mais en tout cas, installez-vous confortablement. N'hésitez pas à chatter, à vous présenter de quelle entreprise vous êtes. Ça peut être toujours assez intéressant. On a aussi un espace Q et R avec un petit phylactère et un petit point d'interrogation où vous pouvez déposer vos questions. Moi, ça me permet de plus facilement les garder et quand elles sont répondues, les mettre de côté. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser ce petit outil questions et réponses pour qu'on puisse poser au meilleur moment les questions à notre expert du jour. N'oubliez pas de vous présenter. C'est plus convivial quand on connaît un petit peu qui est dans la salle. Alors, on a aussi des questions pour vous. Je vais en lancer une première, un petit peu voir votre connaissance de PayPal. Je vais lancer le premier sondage. Quel est votre niveau de familiarité avec la facturation électronique et le réseau PayPal? Alors, on espère qu'effectivement, en tant que comptable, vous en avez au moins déjà entendu parler. Mais bon, peut-être que voilà, vous découvrez aussi. On va essayer de reprendre quand même les bases aujourd'hui, mais n'hésitez pas s'il y a des questions un peu plus pointues, mais on essaiera d'être compréhensible pour tous. Alors aujourd'hui, on accueille Eric Bertrand qui est un féru d'informatique, qui et de RP, de logiciels de gestion, tout ce qu'on aime, tout ce qu'on aime. Alors Eric, Bonjour, aujourd'hui, bonjour Paul. comment vas-tu? Bon, mais écoute, très bien, très bien. Toi, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi d'être là. Mais oui, moi aussi, ravie d'être là. Je vois que Vincent demande s'il y a un syllabus. Alors, on aura un support PDF qui va être projeté quand on va commencer. Et vous aurez effectivement accès, on va vous l'envoyer avec le replay. Et le support, il y a même beaucoup plus d'informations que ce qu'on va vous montrer aujourd'hui. Donc, il y aura plus de foire aux questions, des cas spécifiques. Si on n'aborde pas tout aujourd'hui, il y aura pas mal dans les supports, ainsi que tous les liens qu'on va mentionner aujourd'hui. Voilà, et puis au fur et à mesure, je mettrai les liens si vous voulez directement aller checker. Il y a également une FAQ, une question-réponse qui est assez complète et qui a été visée d'ailleurs par des comptables, par des experts comptables, par le SP Finance et par des informaticiens. Donc, l'information sera riche. Ah, génial, génial. Commençons peut-être petite présentation et puis on va commencer dans le vif du sujet. C'est quoi PayPal et qui sont concernés? Je vois déjà que il y a des questions qui se mettent. N'hésitez pas à faire comme Anne-Michel, à poser vos questions. Bien. OK. Je vais commencer par partager ma présentation alors pour vous. Euh, voilà. J'espère que tout le monde voit clairement la présentation. Oui, c'est parfait. Allez, formidable. Donc, voilà, je vais essayer de vous présenter les intérêts et les avantages de la facturation électronique parce que c'est avant tout une contrainte, une imposition du législateur pour le 1er janvier 2026 pour l'usage de la facturation électronique structurée par le réseau PayPal entre assujettis TVA. Donc, en une phrase, j'ai résumé en fait l'entièreté de l'objectif à partir du 1er janvier et de l'obligation.
Euh, J'essaie en fait, à travers cette présentation, vous montrer, vous apporter les avantages que cela peut avoir pour les entreprises et pour les comptables également, parce que je sais que voilà, c'est la thématique du jour hein, sur les comptables, et donc on va pouvoir revoir aussi que ça a de l'intérêt pour non seulement les entrepreneurs, mais également pour les comptables. Donc, on va essayer de positiver ça et de sortir je vais dire, de simplement l'aspect contrainte et imposition légale. Je vais avancer un petit peu ici et me présenter. Donc, en fait, je suis informaticien de gestion. Donc, informaticien de gestion, c'est un métier qui consiste à faire la transposition entre les impositions du législateur sur les aspects liés à la gestion et la gestion commerciale notamment, dont la facturation et la facturation électronique. Donc, normalement, je suis à même de répondre à des questions techniques sur toutes les couches des infrastructures, logiciels et systèmes, pour expliquer, par exemple, tout le cheminement de la facture électronique dans les méandres des systèmes digitaux et, d'autre part, aborder des questions liées à la comptabilité, à la TVA et même certains aspects juridiques pour lesquels je me permettrai de m'arrêter à un moment donné pour vous proposer de vous tourner vers des avocats si nécessaire, parce que voilà, ça c'est limité évidemment dans mes compétences. Cela étant, pas mal de questions ont été traitées, notamment par le SPF dans les FAQ. On va pouvoir aborder les questions spécifiques sur les articles 44, par exemple, hein, sur le milieu thérapeutique. On va pouvoir parler des forfaits, de la franchise. Donc tout ça pourrait être traité également. Donc le spectre des questions normalement relativement large. Et étant donné le nombre de séminaires et de questions auxquelles j'ai pu répondre ou en tout cas m'informer, je pense que je pourrais répondre à peu près tout. Voilà pour. Alors, petit retour sur ce premier sondage sur leur connaissance de PayPal. Alors, 39% de nos répondants ce soir, en ce jour, Aujourd'hui. ils sont déjà connectés, donc déjà connectés ou en cours de déploiement. 29% en ont déjà entendu parler, mais ils ne connaissent pas les détails. 24%, ils connaissent bien le concept, mais pas encore l'application pratique. Et enfin, quelques-uns découvrent le sujet aujourd'hui. Donc voilà, on essaiera d'être complet, de répondre à ceux qui sont à un niveau de connaissance moins élevé, ceux qui sont déjà un peu plus loin. On essaiera de satisfaire tout le monde Oui. aujourd'hui. Ok. Parfait. Parfait. Merci pour le retour. Ça me permet déjà de voilà de poser le niveau de question et voilà la destination de la formation. Donc, c'est pas mal. On va quand même passer en revue un peu les bases et Mhm. sur ce que c'est, l'origine et la destination de tout cela, pour, je vais dire, refixer un petit peu le contexte général et revenir à des éléments voilà, qui permettent d'avoir des échanges, des éléments de langage qui soient bien intégrés pour tout le monde. Euh, Pauline, tu pourras m'interrompre, bien sûr, avec toutes les questions qui se posent au fur et à mesure. Et Oui, il y en a déjà, hein. Je vois que il y a déjà quelques questions, mais comme tu disais, remettons d'abord le contexte. Qu'est-ce que c'est PayPal et qui ça concerne? ok, eh bien, allons-y. Donc PayPal, donc c'est avant tout un outil d'échange de factures d'un logiciel à un autre. Donc, il y a une analogie qui fonctionne assez bien. C'est l'analogie avec l'envoi d'un email. Donc, pour envoyer un email, on a besoin d'un logiciel comme Outlook ou comme d'autres qui permettent d'envoyer donc un document électronique vers un autre logiciel de mail. Et pour cela, on a besoin d'une adresse et d'un fournisseur de services pour l'émetteur et pour le récepteur. Eh bien, en fait, on peut faire cette analogie pour la facturation électronique pour PayPal avec un programme de facturation qui est relié à un fournisseur de services et cet émetteur de facture va devoir avoir une adresse de destination qu'il va encoder dans son système, expédier à travers son fournisseur de service au fournisseur de service du destinataire qui, lui, va pouvoir récupérer, relever sa facture avec son logiciel de destination. Donc,
premier élément, il n'y a pas de conservation sur le réseau, en tout cas à long terme, de la facture. Elle est juste en transit. Ça, c'est quelque chose d'important en fait à comprendre parce que beaucoup de gens pensent qu'on envoie la facture sur PayPal et puis elle y reste indéfiniment. C'est pas vrai en fait. Chacun doit Et, conserver et, ses documents. et tu réponds déjà à une question qui a été posée. Je me permets du coup de la mettre, de la déposer là maintenant. Un client, est-ce qu'il y a une date limite pour émettre les factures dans PayPal? Est-ce qu'un client peut-il émettre une facture et la soumettre dans PayPal le 1er février? Donc il n'y a pas cette notion de on dépose la facture électronique sur PayPal. Tout à fait. Ce n'est pas une poste restante, je vais dire. Donc c'est quelque chose qu'on envoie un petit peu comme on envoie un courrier recommandé, je dirais, à un tiers. Et donc, on doit connaître l'adresse de destination, on l'expédie, cette facture arrive chez le destinataire signe un accusé de réception et cet accusé de réception est renvoyé à l'expéditeur. Donc, cette analogie fonctionne également. Donc, on peut comprendre là-dedans qu'il n'y a pas de copie ou il n'y a pas d'éléments qui restent à la poste indéfiniment. C'est juste transitaire, quoi. Donc ça, c'est quand même important à comprendre sur le principe du fonctionnement. J'ai une petite vidéo que je vais vous montrer. Je vais juste expliquer deux, trois trucs sur ce slide-ci. Et puis, je vous montre la vidéo pour expliciter cette analogie avec l'email ou la poste, quoi. Donc 1er janvier 2026, tout le monde a compris, mais ce qui est important, c'est qu'on est entre assujettis TVA. Donc, ça signifie que si vous avez une activité où vous devez expédier des factures vers des non assujettis à la TVA, par exemple une ASBL ou par exemple des personnes privées, bien dans ce cas, vous ne devez pas passer par le réseau PayPal. Mais vous pouvez. Donc, par exemple, une ASBL qui n'est pas assujettie à la TVA peut s'inscrire sur PayPal et peut être capable de recevoir donc ses factures au format PayPal, voire d'en expédier. C'est parfois utile, par exemple, pour une SBL, d'être capable d'émettre des factures vers une organisation gouvernementale, puisque ce sera obligatoire également pour eux. Donc, Alors là, vu que tu parles des associations, je prends la question d'Anne Michel. Donc toutes les associations doivent avoir PayPal pour recevoir les factures. pas obligatoirement. Donc, si elles sont assujetties à la TVA, ne fût-ce que partiellement assujetties à la TVA, je prends l'exemple du club de foot avec le bar, eh bien, le bar est assujetti à la TVA, donc un assujettissement partiel, mais dans ce cas, il faut avoir un outil pour être capable de recevoir les factures PayPal pour le cas de cet assujettissement partiel. Et là, on a un tas d'outils qui existent, hein, qui sont des outils web en ligne, comme Docal, par exemple, qui permettent de recevoir gratuitement ces factures par le réseau PayPal. Donc, ça, c'est déjà une première piste pour ces cas d'usage-là. Mais donc, quelqu'un qui n'est pas assujetti à la TVA, comme une SBL qui n'est pas du tout assujettie à la TVA, dans ce cas-là, elle ne sera pas obligatoirement inscrite sur le réseau PayPal. Mais c'est mieux. Je dirais c'est mieux. Voilà. C'est mieux, mais on va aussi parler, je vois que c'est dans la suite, obligation 1er janvier 2026. Et Oui, après, ça va aussi, il y a un autre agenda qui va tout à fait. accentuer aussi C'est ça. Donc en fait, des obligations. toute cette imposition sur l'usage du réseau PayPal fait partie d'un univers plus large en rapport avec VIDA, c'est VAT in a Digital Age, donc au niveau européen. Le réseau PayPal en fait a été mis en place par la Commission européenne depuis 2012, donc c'est déjà quelque chose d'éprouvé, et ce sera imposé pour tous les pays membres de la CEE, donc pour le 31 du 12 2029. Donc on a déjà d'autres pays qui commencent à rentrer sur le réseau, et donc on sait que c'est également mondial, puisqu'on a des fournisseurs de services qui permettent de recevoir et d'envoyer des factures pour, par exemple, des Australiens, des Canadiens, des Américains. Donc voilà, donc on a quand même un réseau très large et qui est déjà, je vais dire, expérimenté. Il y a déjà une expérience et un fonctionnement stable qui est opérationnel outre la Belgique, je vais dire. Donc, je vais peut-être revenir à l'analogie de la facture et on va passer directement sur la vidéo où on explique ce qu'est finalement le fonctionnement de base, le principe de fonctionnement de la facturation électronique structurée par le réseau PayPal,
on va avoir un émetteur. Et donc là, je vais faire une petite pause déjà ici. Donc ici, ce qu'on a, c'est qu'on a un émetteur qui interroge son fournisseur de services pour savoir si la personne à qui je veux envoyer une facture, mon destinataire, eh bien, je veux savoir s'il est bien présent sur le réseau PayPal et s'il est bien apte à recevoir des factures. Donc, en fait, envoyer une facture par le réseau PayPal, ce n'est pas envoyer une bouteille à la mer, c'est envoyer une facture à un destinataire identifié, présent sur le réseau au moment où on génère cette facture. Donc, première information donc importante, cette facture en fait sera mise à disposition de ce destinataire et si à un moment donné un destinataire devait ne plus être présent sur le réseau, disparaître du réseau, s'être désinscrit, eh bien à ce moment-là, l'émetteur sera informé que son destinataire n'est pas apte à recevoir une facture. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? J'ai un assujetti TVA, un tiers, un destinataire, et ce destinataire, en fait, a disparu du réseau. Voilà, il a supprimé son logiciel de facturation, il n'a peut-être pas payé sa facture pour l'usage de son outil, et il est désinscrit du réseau, il n'est plus apte à recevoir ses factures par ce biais. Mais là, ce n'est pas de responsabilité de l'émetteur. Et à travers cela, on sait que la créance n'est pas dépendante du moyen qu'on utilise pour envoyer sa facture à son destinataire. Donc, ça veut dire que je peux envoyer ma facture par n'importe quel autre moyen, poste, lui donner en main propre, que sais-je d'autre, parce que la créance est totalement éligible. Peu importe qu'on l'envoie par le réseau PayPal ou non, si mon destinataire doit une prestation ou des biens à mon émetteur, eh bien dans ce cas, la créance reste éligible. Le destinataire doit payer sa facture, peu importe qu'il la reçoive par PayPal ou non, peu importe qu'il Donc soit en dedans. PayPal existe et on va transiter par PayPal un maximum, mais d'autres factures peuvent arriver dans notre outil de facturation et les deux systèmes peuvent cohabiter. Alors, donc, il y a deux éléments là-dedans. On va prendre le cas où on a un destinataire qui devrait être sur le réseau et qui n'y est pas. Et on va prendre le cas d'un destinataire qui est bien sur le réseau, mais à qui on veut également envoyer, par exemple, un duplicata par email. Donc, rien n'empêche en fait d'expédier une facture donc, par le réseau PayPal et en même temps d'expédier un duplicata par email ou par la poste ou même de le donner en main propre. Vous pouvez mettre autant de duplicata que vous le souhaitez en fait hein, en tant qu'émetteur. Quoi. Donc, Est-ce que, c'est une question de Vincent, est-ce que PayPal, du coup, c'est juste une identification numérique? C'est un petit peu plus que ça, mais c'est avant tout une identification numérique, absolument, puisqu'il y a un ID PayPal, un identifiant PayPal, je vous montrerai ce que c'est tout à l'heure, une adresse PayPal, hein, l'adresse du destinataire, l'adresse de l'émetteur. Donc, il faut pour cela qu'il y ait bien entendu une identification. Cette identification et cet enregistrement se fait grâce au logiciel qu'on utilise pour se connecter au réseau PayPal. La première chose que le logiciel va faire, c'est vous identifier sur le réseau. Donc, c'est la partie identification. La seconde partie, c'est la partie échange, transfert de données, envoi de la facture elle-même. En fait, c'est l'envoi d'un fichier XML. Comme on peut avoir un fichier Excel ou un fichier Word, eh bien, on peut avoir également un fichier XML dans lequel toutes les données de la facture sont encapsulées. Donc, ce fichier contient non seulement les informations avec les totaux, le numéro de TVA du tiers et que sais-je d'autre, mais également le format graphique de la facture, donc le PDF, si vous voulez, de la facture est à l'intérieur de ce fichier XML et pourra d'ailleurs être réimprimé par le destinataire ou exporté ou que sais-je d'autre. Par rapport au Voilà. format, il y a une question d'une personne qui travaille à l'Université libre de Bruxelles, l'ULB, qui demande, tiens, est-ce que les entreprises ont-elles le choix de présenter certaines informations ou non? Est-ce qu'il y a un format standard PayPal? Ça, oui, tu as déjà répondu. Et alors, elle remarque que, parce qu'elle reçoit déjà des factures des PayPal, Oui, mais il n'y a pas toutes les informations et qu'elle est obligée de retourner euh, oui, dans le bon de commande pour avoir les informations. tout à fait.
Donc, en fait, le fichier XML contient une série de champs qui sont liés à une norme d'échange donc de fichiers XML, donc facturation électronique, donc qui est standardisée. Et il y a une nomenclature avec tous les champs existants potentiellement dans ce fichier XML. Et on peut regretter en fait quelque chose, c'est qu'il y a un arrêté royal qui date du 8 juillet, qui est l'arrêté royal donc, de mise en application de la facturation électronique structurée pour le 1er janvier 2026. Et dans cet arrêté royal, j'avais plaidé avec Bossa pour pouvoir avoir la liste des champs minimum obligatoires dans cette facture XML. Donc effectivement, il n'y a pas vraiment de normes d'imposition des champs obligatoires dans la facture. Donc c'est laissé à l'appréciation en fait de l'émetteur pour la construction du logiciel de l'émetteur pour la construction de ce fichier XML. Et donc on se retrouve parfois avec des cas particuliers où tout à l'heure je disais que dans le fichier XML, le format graphique est encapsulé à l'intérieur. Eh bien, il se peut que ce ne soit pas le cas. Dans quelques exceptions, on a eu des factures de fournisseurs italiens qui sont arrivées, où on avait les totaux, toutes les informations des tiers étaient complètes, un numéro IBAN, numéro de TVA et que sais-je d'autre, mais pas le format graphique. Donc, cette facture n'était pas imprimable, ne fût-ce qu'à l'écran. Et donc, c'est évidemment un petit peu perturbant parce qu'on n'a que des totaux finalement et on a que des informations qui s'affichent dans des champs dans un logiciel, mais on n'a pas cette bonne vieille facture avec l'adresse en haut à droite et les contenus au cœur du document, quoi. Donc, ça, c'est un petit peu perturbant parce que parfois on attend d'avoir certaines informations qu'on a l'habitude d'avoir, mais il se peut que dans certains cas, ce soit un petit peu moins riche comme information, mais en général, c'est plutôt le contraire. On a plutôt une facture plus riche, plus d'informations, des annexes, voilà, des communications plus longues. Donc, on a le cas de Proximus, par exemple, qui ont envoyé ici récemment une facture avec toutes les informations d'indexation pour l'année prochaine et où on a 4-5 éléments de pièces jointes dans la facture, en plus de l'élément de facture de base. Donc, c'est un sujet complexe. Le contenu de la facture, voilà, ça peut poser des difficultés. Surtout, par exemple, on parlait voilà, d'une structure comme l'ULB, où je suis interrogé également par la région wallonne pour ces questions pour la liquidation de subsides ou de financement de recherche et développement, et où il y a des décès, donc qui sont des justificatifs en fait de dépenses, et où il faut pouvoir avoir des pièces jointes, des justificatifs plus complets, et là, tous les logiciels ne sont pas prêts. Ceci m'amène en fait à conclure sur le fait que tout ça va évoluer, ça va s'améliorer, et il faut communiquer entre les émetteurs et les récepteurs pour que les logiciels s'enrichissent. Et ça me permet de rebondir également sur une autre question que j'avais vu passer en préliminaire à ce séminaire sur ce qu'on peut prévoir comme autre type de document dans l'échange de PayPal. Et donc, en fait, PayPal, ce n'est pas que la facturation. C'est bien sûr des notes de crédit, mais ça peut être des notes d'envoi, ça peut être des bons de commande, ça peut être des éléments de paiement, des proformas ou que sais-je d'autre. Mais tous les logiciels et tous les émetteurs et tous les récepteurs ne sont peut-être pas encore prêts à faire ces échanges, quoi. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup d'évolutions sur l'usage du réseau PayPal dans les mois et les années à venir. Voilà. Tu parlais du format, je vois qu'il y a des questions spécifiques. Est-ce que le fichier XML est en UBL 2.1 et est-ce qu'on peut envoyer dans un format hybride facture X, PDF plus XML? Oui. Alors, il y a plusieurs choses à ce sujet-là. Donc, on va, On va je peut-être vais dire, avancer sur découper d'autres. en deux Ouais. parties la réponse. Une partie sur les aspects légaux et une partie sur les aspects techniques. D'un point de vue légal, effectivement, on n'est pas obligé d'utiliser absolument ce format-là. Donc, pour peu que l'émetteur et le récepteur soient parfaitement d'accord et que le format soit standardisé, voilà, intelligible avec quelques critères, eh bien, on peut même utiliser un format voilà, particulier, je vais dire, ce qui est tout à fait rare en fait sur le contenu de l'UBL. Et on a quelques cas historiques avec des logiciels spécifiques, avec SAP et d'autres, voilà, où ça a déjà été mis en place à un moment donné.
Donc ça, je vais dire, c'est des cas particuliers, mais de toute façon, bien sûr que c'est le format UBL qu'il faut utiliser, et c'est ce que tous les logiciels utilisent, en tout cas à l'heure actuelle, ou en tout cas la grande, grande majorité. Alors, l'autre aspect qui est l'aspect technique, le format UBL lui-même, il a ça de pratique qu'il est standard et qu'il est connu de tout le monde et que tous les logiciels savent les interpréter. Si on sort de ce standard-là, ça va poser un problème d'interprétation entre les logiciels. Donc, non seulement il y a le réseau PayPal, mais en plus, il y a le format de fichier qu'on utilise pour faire transiter sur le réseau, en fait. Et donc, ce format d'échange UBL est important et c'est quelque chose qui garantit en fait un bon fonctionnement entre les logiciels, mais une bonne exploitation de la donnée. Parce que ce qu'on souhaite avant tout, c'est exploiter de manière plus évoluée les données du contenu d'une facture. Aujourd'hui, dans une comptabilité, une facture, c'est un compte d'imputation et on met un ou plusieurs comptes d'imputation, mais enfin c'est souvent limité, et on réduit la facture à très peu de choses. Or, une facture, c'est constitué en général de beaucoup de lignes d'articles différents qui ont un intérêt. Donc l'intérêt, ben, c'est de pouvoir, par exemple, les exploiter pour avoir un calcul de prix de revient automatique en récupérant donc cette facture d'achat et grâce à ça, demander par exemple à une intelligence artificielle de faire un traitement de corrélation entre les factures de vente, les factures d'achat, éventuellement ben voilà, des bordereaux, des bons de commande, des projets et de pouvoir calculer par exemple un prix de revient d'un chantier. Donc ça, ce sont des choses qui seront possibles grâce à la qualité et la structure standardisée de la facture qu'on va pouvoir récupérer grâce au réseau PayPal et à la facture dans ce format standard UBL. Donc la première étape, c'est que tout le monde s'y mette. Voilà. Il faut s'inscrire de toute façon. Alors, tout le monde doit s'y mettre. Premièrement, parce que le législateur l'impose sur le 1er janvier. Et puis, dans l'arrêté royal donc, du 8 juillet, il y a quand même des sanctions qui sont prévues. Donc, ils ont eu le bon goût de recopier les amendes TVA pour dépôt tardif de déclaration. Vous avez compris que c'est ironique. Et donc, ça signifie qu'à premier constat, vous avez une amende de 1 500 euros. Un second constat, dans les 3 mois qui suivent, c'est le double, 3 000 et ainsi de suite, quoi. Donc, c'est pas très sympa. Et donc, ça veut dire qu'il faut absolument donc s'inscrire rapidement pour être prêt pour le 1er janvier, de sorte à ne pas être visé par l'administration TVA pour voilà, un défaut d'usage de réseau PayPal, donc entre assujettis TVA. Cela étant, pour la mise en application donc, des amendes, il semblerait, hein, donc c'est toujours à prendre avec des pincettes parce que l'administration a des difficultés aussi par rapport à ça, qu'une certaine tolérance pour ceux qui savent prouver qu'ils ont mis en place des démarches pour s'inscrire sur le réseau, donc une certaine tolérance d'application pour ne pas, voilà, ne pas être soumis à ces amendes d'entrée de jeu, quoi. Donc, les 6 premiers mois, il y a un peu de tolérance sur, voilà, sur cet aspect-là, mais en aucun cas un report, hein. Donc, c'est bien au 1er janvier et c'est bien, Qu'on doit tous s'y mettre. on doit tous s'y mettre. Voilà. Mais Peut-être on que rappelle, mais on oui. rappelle quand même que donc même si vous recevez une facture qui n'est pas PayPal, parce que j'avais lu les questions avant le webinaire que vous avez soumis avant le webinaire, donc même si vous recevez une facture qui n'est pas via PayPal, vous devez l'honorer et pas la reporter à plus tard. Elle reste éligible, hein. Elle est tout à fait recevable, elle est éligible. Il y a juste que votre interlocuteur est en défaut pour le non-respect de la mise en application donc de la facturation électronique structurée au 1er janvier 2026. Donc, et c'est lui qui risque une amende, quoi. Mais par contre, la créance est éligible, hein, pour peu qu'elle soit valide, évidemment, hein, donc ça ne change rien à l'éligibilité de la facture, peu importe le le moyen que vous utilisez pour envoyer et recevoir vos factures, c'est indépendant du fait qu'elle soit éligible ou non, quoi. Voilà. Et alors, dernière question, vu qu'on est sur ce slide-là avec le petit schéma. Quand on émet une facture, on sait via PayPal, quand on envoie une facture via PayPal, on sait directement si la personne a PayPal. Et est-ce qu'il y a une sorte d'accusé de réception via PayPal quand Allez, je continue la le vidéo. fournisseur... Je continue la vidéo. Donc, en fait, la première chose, c'est que ben, il y a eu un test pour identifier si cette personne est toujours bien sur le réseau. Admettons que ce soit le cas. Il y a une facture qui est envoyée de l'émetteur vers le fournisseur de service, donc avec son logiciel, hein.
Et puis, le fournisseur de service du destinataire reçoit le fichier XML. Et puis, le destinataire, quand il démarre son logiciel, que ce soit un logiciel Windows, une application en ligne, eh bien, il va pouvoir réceptionner son fichier et émettre un accusé de réception via toujours les fournisseurs de services pour que l'émetteur reçoive son accusé de réception sur l'état de la facture. Donc, effectivement, il y a bien un accusé de réception, donc on sait voir si sa facture a bien été reçue par son fournisseur de service. Donc, on sait voir si son fournisseur de service a bien reçu la facture. On a un premier accusé de réception en réalité. Puis il y a un deuxième accusé de réception. Finalement, c'est celui qui est symbolisé ici pour dire, ben voilà, la facture, le destinataire l'a bien reçue. Et en fait, il y a également encore un autre élément, c'est ce qu'on appelle le business status, qui n'est pas toujours traité par tous les logiciels, mais à nouveau, c'est quelque chose de bien géré dans le réseau PayPal et qui sera, je suppose, implémenté de plus en plus dans les mois et les années à venir. C'est donc un statut de la qualité business qu'on a réservé à la facture, que le destinataire a réservé à la facture. Et il y a 7-8 critères dedans, dont je refuse la facture est payée, ou la facture nécessite des informations complémentaires, ce genre de choses-là. Donc, il y a une interaction qui sera possible sur le statut de la facture pour peu que les logiciels soient capables de le faire à nouveau. Mais en tout cas, l'accusé de réception, lui, sera systématiquement disponible dans tous les logiciels. Petite question. Alors là, à ce niveau-là, quand on voit ton schéma, il n'y a pas d'interaction vers le SPF. Oui, tout à fait. Donc, on va aborder tout à l'heure peut-être un peu les aspects sécuritaires, hein, mais le transit de la facture de l'émetteur vers le destinataire est hyper sécurisé et donc personne ne sait intercepter. Donc ça, c'est intéressant. Donc l'administration ne sait pas venir intercepter la facture ou même un tiers pouvoir éventuellement falsifier, transformer ou intercepter la facture. Donc ça, c'est intéressant parce que on se rend compte que quand j'ai ma facture, j'identifie mon interlocuteur et je suis sûr qu'il est capable de recevoir la facture, ce qui est pas mal. Ensuite, j'ai un accusé de réception, je sais qu'on l'a reçu et en plus, je sais que ma facture est sûre, qu'elle est fiable, que son contenu n'a pas été falsifié. J'ai une anecdote un peu malheureuse avec un garagiste dans notre clientèle qui répondait régulièrement à des enchères sur un site spécialisé pour acheter des véhicules. Il a acheté un véhicule à 15 000 euros, histoire vraie. Hein. Et il a l'habitude de recevoir ses factures de ce fournisseur par email, une boîte mail Skynet pour les citer. Sa boîte mail a été piratée, le proforma de la facture la facture a été falsifiée. Ils ont ajouté un cachet dessus en disant voilà, cette facture, le numéro de compte bancaire a changé et le garagiste de bonne foi a payé la facture sur un autre compte. Et le résultat, c'est que l'argent a été perdu. Eh bien, ça, ce cas de figure-là, grâce à PayPal, ne sera plus possible. Votre facture ne pourra plus être modifiée. Et à l'intérieur donc de l'échange et de l'identification PayPal, les numéros de compte en banque sont même spécifiés. Donc, quand vous vous identifiez sur le réseau PayPal en tant qu'abonné, en tant qu'émetteur ou en tant que destinataire, vous devez spécifier vos numéros de compte en banque. Donc, ça permet évidemment des doubles contrôles qui sont tout à fait intéressants. Donc, ça veut dire que c'est sûr, et ça veut également dire que à un moment donné, vous pouvez être certain que vous êtes en conformité avec les questions du GDPR, de la sécurité du transit des informations, ce genre de choses-là. Donc, tout ça est en de bonnes mains, je veux dire. Cela étant, il y a des projets de l'administration pour faire un système, non pas à quatre coins, comme on le voit, donc on a émetteur, destinataire avec les fournisseurs de services, donc on a un système à quatre coins, mais ce système, en fait, pourrait passer à 6 coins. Et les cinquième et sixième coins, ce serait l'administration TVA de l'émetteur et l'administration TVA du destinataire. Et donc, il y aurait un flux complémentaire de l'émetteur qui enverrait la facture vers son fournisseur de services pour le destinataire, mais également l'émission vers le fournisseur de services de l'administration. Donc, l'administration souhaite avoir la possibilité, je vais vous montrer ce slide ici. Vous voyez, on a ici un système à 6 coins, on a destinataire-émetteur, donc qui reçoivent leur facture, mais en plus, éventuellement vers le gouvernement.
Et donc, ils souhaitent en arriver même à avoir des cas où il n'y aurait plus la nécessité d'émettre des déclarations TVA. Donc, il y a un projet de Bossin à ce sujet et où ils travaillent donc pour pouvoir dire que vous ne soyez plus obligé d'émettre votre déclaration TVA trimestrielle ou mensuelle, mais que grâce à l'envoi et la réception par le réseau PayPal, eh bien, on ait toutes les informations nécessaires pour générer une déclaration TVA directement au sein de l'administration. Donc ça, ce serait éventuellement une possibilité à un moment donné. Donc pour l'instant, C'est des projets, hein, l'administration n'est pas dans la boucle, tout à fait. mais plus tard, peut-être qu'on n'aura même plus à déposer la TVA, ça se fera automatiquement. euh, Avec av- une copie, avec une copie de la facture qui sera envoyée aux administrations respectives de l'émetteur et du récepteur. Donc ce ne serait pas l'original qui serait intercepté à nouveau, mais ce sera un flux supplémentaire envoyé par l'émetteur et le destinataire vers les systèmes de l'administration pour permettre de générer cette déclaration automatiquement. Voilà, hein, autant dire que voilà, pour les spécialistes du chiffre qui sont avec nous aujourd'hui, que c'est un projet hyper compliqué, que c'est pas si simple que ça à mettre en œuvre. Voilà, hein, il y a les déclarations journalières, enfin il y a les factures journalières pour les caisses par exemple qui posent des problèmes. Enfin il y a un tas de trucs à résoudre autour de ça, mais c'est une autre discussion qui viendra probablement plus tard. Voilà. Pas pour demain. Je reviens, voilà, je reviens finalement sur maintenant qu'on a compris, on a posé le contexte en fait de ce qu'est réellement la facture électronique, de ce que ça, voilà, de ce que ça implique et du fonctionnement de base. Mais on comprend en fait qu'il y a quand même de gros avantages de réduction de coûts parce que la facture électronique, ben, elle s'implémente automatiquement dans vos logiciels sans que vous n'ayez plus à traiter les factures dans votre boîte mail, sans que vous n'ayez plus à scanner vos documents papier. Donc on a quand même une efficacité accrue, donc une réduction des coûts de traitement de vos factures. Et alors, une gestion simplifiée, puisque bah, finalement, toutes les factures qui reviennent par le réseau PayPal, vous en êtes sûr. Donc, ça permet d'éliminer certains contrôles. Et on a une information plus riche. Voilà. Donc, ça, c'est quand même en gros les avantages. Hein. Donc, comme je disais, le titre de cette présentation, c'est l'intérêt que ça a. Mais voilà, on est au cœur de cela. Dans les expériences qu'on a de tous les clients qu'on a mis en service, onboardés, on n'a que des retours positifs en fait. Hein. Donc Mhm. c'est plutôt satisfaisant. Il ne faut pas hésiter à se lancer pour ceux qui ne sont pas encore prêts. Pour ceux Euh, qui sont prêts, n'hésitez pas à mettre aussi vos retours positifs par rapport à l'utilisation de PayPal, vu qu'on a vu que certains étaient déjà connectés via leur logiciel. Donc n'hésitez pas à nous mettre votre retour aussi dans le chat pour rassurer les autres ou peut-être leur faire peur, je ne sais pas. ça, je m'en charge peut-être. Voilà, mais bon. Et cette base, en fait, ouvre des perspectives, notamment sur les questions de l'intelligence artificielle. Hein. Mhm, Donc, comme j'indique sur ce slide, en fait, l'information est plus riche et plus complète. Donc, ça ouvre des perspectives sur le traitement de l'information. Hein. Donc là, sur l'AI, ben, on peut imaginer que on puisse mettre en place euh, des systèmes automatiques, donc de l'automatisation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, vous connaissez tous ChatGPT, d'autres outils. Et la difficulté qu'on a par rapport aux logiciels de facturation et de gestion, c'est d'arriver à intégrer l'intelligence artificielle au sein de ces logiciels. Et pour ce faire, en fait, il manque une brique, il manque un outil, hein, ce qu'on appelle des outils d'automatisation de workflow, qui permettent de faire le lien entre l'intelligence artificielle et vos logiciels et les bases de données de vos logiciels. Donc, l'intelligence artificielle, ça traite avant tout des données. Et donc, on a connecté, nous, sur nos systèmes, des systèmes de workflow comme N8N ou comme Make, qui nous permettent de demander à ChatGPT via Telegram ou via WhatsApp des informations comme ben, donne-moi le solde ou l'encours de tel client. Et donc, en fait, ChatGPT se connecte à la base de données via des API en passant par ces systèmes de workflow automatiques et répond en nous disant, tiens, voilà tel client, hein, telle et telle facture ouverte, par exemple. Ou on a le cas de Virtuosa, hein, qui est un logiciel spécialisé dans le bâtiment, qui permet, en dictant, de réaliser des devis. Et donc tout ça est possible grâce à la facturation structurée, grâce à la structure en fait de l'information et au fait que l'information est complète
dans l'échange entre les clients et les fournisseurs. Donc l'intelligence artificielle va travailler avec une information plus riche et donc c'est très important en fait pour que plus riche et plus structuré et structuré, ce qui est très important pour obtenir de bons résultats et éviter ce qu'on appelle des hallucinations sur les réponses que des intelligences artificielles peuvent donner. Et donc, on va avoir des gains de temps à nouveau sur les contrôles de factures, par exemple, entre des factures d'achat et des bons de commande. On pourra demander à une AI de détecter pour nous les différences, par exemple. On pourra demander également à une AI voilà, de calculer pour nous des prix de revient, comme je l'expliquais tout à l'heure. Et on va avoir aussi une amélioration sur les questions de fraude et d'erreur et de conformité, puisque les éléments de contrôle sur les factures pourront être traités grâce à ces processus automatiques. Donc, ça ouvre des perspectives en fait intéressantes sur l'évolution du traitement des données grâce à cette facture électronique structurée. Il y a des questions par rapport à la conservation donc des factures, notamment Bernadette. Quelle est la facture officielle à archiver? Quelle est la facture à garder? Celle de PayPal, celle reçue en PDF? Oui. Alors, je rebondis là-dessus sur la question de la souveraineté numérique et la souveraineté de vos données, et en même temps la question de l'obligation légale sur la conservation des documents, hein, des originaux. Hein. Donc, en Oui, fait, parce que PayPal ne conserve pas vos données, donc c'est toujours à vous de conserver vos factures, mais lesquelles? absolument. Et donc, il n'y a qu'un original. Donc, une facture originale, c'est celle que l'administration attend pour, par exemple, un contrôle. Donc, ça signifie que vous avez l'obligation de conserver 7 ans toutes vos factures d'achat et de vente pour faire face à une réponse, à une demande d'une administration pour un contrôle quelconque. Cela étant, vous pouvez avoir des cas où vous devez les conserver plus longtemps encore, donc pour la durée de l'amortissement de ce que vous avez acquis et amorti pour une durée supérieure à 7 ans. Donc, par exemple, l'acquisition de bâtiments amorti en 15 ans, vous devez être capable de conserver vos originaux pendant 15 ans. Et pour en faire la démonstration vis-à-vis de l'administration, vous devez mettre en œuvre ce qui est raisonnable pour la conservation de vos données, à savoir, par exemple, d'avoir mis en place des copies de sécurité vers des tiers. Et par exemple, ça peut être l'usage d'un logiciel de gestion ou un logiciel de réception d'envoi de factures, comme ceux qui sont liés aux plus gros éditeurs de logiciels de comptabilité. Hein, donc, tous les comptables voilà, connaissent et beaucoup utilisent Winbooks, Horus, Falco, qui ont chaque fois leur petit frère, le logiciel qui est à la destination des clients qui émettent des factures et qui en reçoivent. Et donc là, la facture qui sera émise ou reçue sera envoyée en duplicata à la fiduciaire dans le logiciel de comptabilité concerné. Si bien que ça résout quand même pas mal de problèmes de conservation, puisqu'on a le duplicata qui est confié à un tiers de confiance, en l'occurrence le comptable, et qui lui-même pourra faire la conservation de ces documents, en plus de vous-même le conserver sur votre applicatif et même éventuellement de le télécharger en local sur votre ordinateur pour en avoir une copie ou le stocker sur un cloud qui resterait sur le sol européen. Je rappelle que c'est obligatoire de conserver vos documents officiels sur le sol européen pour respecter le GDPR. Donc, c'est à vous, en tant que voilà, émetteur-récepteur de factures, de mettre en œuvre ce qui est raisonnable pour la conservation et la pérennité, la souveraineté également de vos données. Et question, on va dire technique, donc quand on doit, quand on a un contrôle et qu'on doit soumettre donc ces différentes factures, quel format l'administration attend? Une question de Donc, Thierry. l'original, c'est l'XML, Mhm. c'est le fichier XML. Alors, c'est assez curieux parce que un XML, je vais le faire maintenant, c'est quelque chose qui n'est pas très intelligible. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que voici une facture. Voilà, c'est le moment où il faut rester avec nous, accrochez-vous. Hein, donc, Oh non. je sais que ça peut faire peur, ne vous déconnectez pas. Donc, mais c'est ça une facture électronique, c'est ça l'UBL. Et ça, au moins, vous pourrez dire que vous en avez vu une fois. Et donc, dans ce fichier, vous retrouvez toute une série d'informations. Hein, vous voyez des dates, vous voyez une longue chaîne ici. Hein,
Et cette longue chaîne, en fait, c'est la facture PDF. Donc ça, c'est le format imprimable de la facture qui peut être traduit par un logiciel pour être affiché à l'écran, mais dedans, vous retrouvez également les éléments d'information sur l'expéditeur et éventuellement sur le destinataire également, et les totaux avec les montants et toute une série d'informations. Donc ça, les logiciels sont capables de les interpréter, mais c'est ceci l'original. C'est Mhm. ce document-ci, donc c'est ce fichier XML qui est censé être l'original à partir du 1er janvier 2026. Mais normalement, les logiciels conservent ce format-là. Oui, donc les logiciels les conservent. Donc admettons que vous ayez par exemple un logiciel que vous avez installé en local sous Windows. Ce fichier va être enregistré sur votre disque dur, mais à vous de faire les copies de sécurité qui s'imposent. Au cas où vous avez une perte des données sur votre disque dur et vous n'avez pas pris les précautions raisonnables pour la conservation, comme une copie sur des supports inertes ou vers un cloud ou vers votre comptable, vous êtes en défaut, en fait, vis-à-vis de l'administration, même titre que si voilà, vous n'avez pas fait le nécessaire pour conserver vos factures au format papier et que vous les avez stockées dans un local qui était absolument humide et où vous avez tout perdu par négligence et que cette négligence est avérée, vous êtes à ce même titre en défaut. Donc vous devez voilà, faire ce qui est raisonnable pour conserver pendant 7 ans. Et 7 ans, voire plus pour les durées d'amortissement, c'est une éternité en termes informatiques, parce que le logiciel que Mm. vous utilisez aujourd'hui sera peut-être différent demain, et ça veut dire que vous devez être capable de récupérer une copie de vos données pour pouvoir les stocker de votre côté au cas où vous changez de système. Hein. Donc, 7 ans, c'est long hein, quand même. Donc, on n'est pas habitué à ça en fait. Hein. C'est pas dans notre stocker des factures 7 ans dans sa cave ou dans son grenier, c'est quelque chose qui peut paraître anodin et habituel et c'est pas très grave. Mais stocker des fichiers pendant 7 ans, ne pas les perdre. On change de PC, on change d'outil, voilà, Mm. ça peut vite arriver, mais vous devrez prouver à l'administration que vous avez fait ce qui est raisonnable pour conserver vos données. Si vous n'avez pas fait cela, vous serez en défaut. Bon, voilà, évidemment, on peut toujours aller chercher les originaux auprès voilà, de ces émetteurs et récepteurs de factures, clients fournisseurs, et reconstituer, mais évidemment, ce sera laborieux, quoi. Mais Donc c'est quand même important. on pourra encore, si on a un contrôle en 2027, montrer des factures 2026 en format papier ou en format PDF. Mais si Si, l'original est en XML, pour oui. 2026, on est censé montrer un XML. Par contre, si on a un contrôle 2026 pour 24-25, là, évidemment, bien sûr qu'on pourra toujours montrer les formats papier, hein, bien entendu. Hein. Voilà. Mais bon, dans les contrôles à l'heure actuelle, les administrations demandent déjà beaucoup si on a une version PDF, quoi, déjà. Hein. Donc, voilà. Donc, effectivement, ça, c'est quand même un changement. C'est quand même quelque chose d'important d'être capable voilà, de pouvoir conserver ces données et d'en avoir une maîtrise, d'où l'intérêt d'être en contact avec ses comptables et de pouvoir échanger avec les outils qui soient compatibles avec le comptable pour, bien sûr, éviter les échanges manuels de fichiers ou alors de grâce ne les imprimez pas quoi s'il vous plaît voilà on va parler voilà mais on peut aborder la question de la transition numérique c'est Je quelque chose propose de d'important. lancer du coup le sondage sur les outils. Est-ce que vous avez un outil qui est numérique mais pas connecté à PayPal ou vous n'avez pas encore fait la démarche? Est-ce que oui, vous avez un outil et il est connecté à PayPal ou non, vous utilisez plutôt PDF, papier ou vous ne savez pas peut-être? Euh, on espère qu'en tant que comptable, vous savez quand même comment fonctionne votre outil. Oui, et ici on va justement aborder aussi hein, cet aspect outil donc Oui, on va et c'est discuter un vrai peu que et choix d'outils aussi hein. je trouve Ouais. que PayPal, limite, pour la plupart des gens, ça pourrait rester obscur si on choisit le bon outil. C'est intéressant et important de connaître ce que ça va nous amener et comment ça fonctionne et effectivement comment l'administration va demander des preuves, etc., si contrôle. Et puis surtout pour les comptables, c'est quand même très intéressant. Mais le logiciel, si on le choisit bien, normalement, va prendre en charge pas mal de choses. Ah, mais le bon outil voilà s'il est implémenté correctement ben, il va s'occuper de tout.
et à nouveau, surtout s'il est bien intégré avec le comptable, quoi. Donc ça, c'est le cas le plus facile en fait, hein. Si on a un outil avec un logiciel qui permet de faire l'échange entre le client qui émet et reçoit ses factures et le bureau comptable, on résout le problème de l'échange avec le comptable, on résout le problème de conformité pour le 1er janvier, on a l'accès à ces factures, on a bien souvent des outils complémentaires qui permettent à partir de ce logiciel de réaliser les paiements des factures. Donc ça permet d'avancer dans la transition numérique où on n'a plus besoin de réencoder les informations de ces factures pour pouvoir effectuer les paiements. Ça résout le problème de la conservation de l'information avec la copie chez le comptable. Voilà, une belle intégration avec le comptable, c'est pas mal. Mhm. Maintenant, c'est pas possible pour tout le monde. Et puis, Ouais. tout le monde n'a pas de comptable. On peut avoir, je parlais par exemple voilà, de la SBL avec le club de foot, qui est peut-être traité et géré par un administrateur de la SBL qui est une personne du village. Et donc là, dans ce cas-là, il fait la compta lui-même. Et dans ce cas, il faudra peut-être se tourner vers une application SaaS, donc une application web. On va parler voilà, de plusieurs solutions comme Billit, par exemple, hein, ou voilà, Clearfact ou que sais-je d'autres, qui sont des solutions en ligne qui permettent donc de stocker l'information également chez un tiers, d'en faire également un téléchargement avec une copie chez vous. Donc à ce moment-là, vous avez déjà un duplicata, c'est déjà pas mal. Et vous avez une solution en ligne qui est tout à fait stable et fiable pour peu que vous utilisiez quelque chose qui soit répandu et qui soit reconnu. Hein, parce qu'on a quand même pas mal d'éditeurs de logiciels et de solutions qui sortent là pour le moment, qui sont, voilà, qui arrivent un peu par effet d'aubaine et qui ne sont peut-être pas toujours justifiés. Donc, ça vaut quand même toujours la peine de vous renseigner, bien sûr, d'abord auprès de votre comptable, auprès voilà, de votre corporation, euh, de vos métiers. Hein. Je parlais de Virtuosa. Virtuosa est répandu dans beaucoup de personnes qui travaillent dans le bâtiment et on sait que la pérennité est bonne et que c'est satisfaisant en termes d'utilisation. Et puis, on peut se retrouver avec un troisième cas de figure où ben, on est avec des logiciels et des métiers spécialisés et où on ne sait pas résoudre cela. On parlait de l'ULB, par exemple, où j'interviens pour la région Wallonne, où j'interviens, par exemple, pour des opticiens qui ont un logiciel spécialisé mais qui n'est pas compatible PayPal, où on a mis en place une solution tout à fait particulière qui leur permet de continuer à utiliser leur outil historique tout en étant compatible PayPal grâce à ce qu'on a mis en place. À ce moment-là, vous devez vous adresser à des informaticiens de gestion, et il y en a sur tout le territoire, des revendeurs de logiciels comme Bob, Winbooks, Horus et d'autres, qui ont également dans leur panoplie tout un tas de solutions spécialisées. Donc, bien sûr qu'il faut demander à vos comptables, ensuite Et un vos comptable collaborateurs demande à qui alors du coup? collègues. Et le comptable, lui, il doit demander à un informaticien de gestion. Ça, c'est à nous. Nous, on est le comptable du comptable, si vous voulez, du point de vue de l'outil auquel ils doivent se référer. Donc, c'est chez nous qu'ils viennent pour avoir les réponses à ces questions sur le paramétrage de leur outil, sur la formation. Voilà, donc là, on est en contact permanent avec les comptables. Hein, donc, Est-ce que voilà. c'est intéressant pour un comptable? Disons qu'il a plusieurs clients, un client dans la construction, tu parlais de Virtuosa, un client opticien. Est-ce que le comptable, pour répondre au mieux aux clients, devrait être capable de pouvoir travailler avec différents outils? Dans l'absolu, le comptable, ce qu'il souhaite, c'est n'avoir qu'un seul outil. Oui. Donc, c'est évidemment la meilleure des solutions, c'est le plus facile pour lui. Donc, il souhaite se disperser le moins possible. Donc, ce qu'on conseille aux comptables en premier lieu, c'est de communiquer un maximum avec leurs clients en leur suggérant, pour autant que ce soit possible, d'utiliser l'outil compatible avec leur programme de comptabilité. J'ai cité WinBooks Horus, ben, ce serait WinBooks Connect et la facturation de WinBooks, c'est Falco pour Horus et c'est Bob Desmat et Kite pour la partie facturation, donc avec Bob. Donc, ça, c'est le plus facile pour eux parce qu'ils n'ont rien à faire en termes d'échanges journaliers. Par contre, si ils doivent avoir un client qui fait dans le bâtiment, mais il y aura du paramétrage et de la configuration à faire pour l'échange avec Virtuosa, par exemple. Donc, Mhm. si on a le cas, par exemple, de Odoo
qui ont une comptabilité intégrée. Tous les comptables n'acceptent pas de travailler sur Odoo. En plus, la comptabilité n'est pas, voilà, pose parfois des problèmes. Donc, résultat des courses, il y a une passerelle à mettre en place entre Odoo et le logiciel de comptabilité utilisé par le comptable. Et là, il y a du traitement spécifique à faire. Et si vous voulez, on peut traiter ça en trois catégories. Je parlais des ASBL ou même des personnes physiques qui souhaitent avoir une solution SaaS web. Hein, je parlais de Build-to-Box ou que sais-je d'autre. Il y a les applications, donc deuxième catégorie, qui sont intégrées au logiciel dans les fiduciaires. Et puis, il y a la troisième catégorie, on va appeler programme de gestion spécialisé, ERP et grosse plateforme, je vais dire. Et donc, la troisième catégorie, ça demande toujours comme l'intervention de près ou de loin d'un informaticien. Tandis que la première et la deuxième catégorie, ben, la première catégorie, quelqu'un peut le faire en autonomie. La deuxième, donc une ASBL ou petite entité qui utilise du web. La deuxième catégorie, avec les outils que les comptables utilisent, en général, le comptable plus le client peuvent s'en sortir. Donc, on est sur une chaîne qui monte en puissance sur ces trois catégories-là. Et donc, c'est les cas de figure, les cas d'usage propres qui doivent être étudiés pour faire le bon choix, en fait. Alors, j'en profite quand même pour faire un retour sur le sondage. 48% ont un outil connecté à PayPal, 29% ont un outil numérique, mais pas connecté ou peut-être pas inscrit encore à PayPal. OK. Et donc 23% n'ont pas encore d'outils. Donc on est quand même majorité sur connecté Oui. à PayPal. Donc ça, c'est déjà pas Oui. mal. Je vois qu'il y a quand même pas mal de questions sur, euh, sur les outils et sur Choix de l'outil. ouais, les choix de l'outil, mais aussi si mon fournisseur ne me fournit pas une facture PayPal, est-ce que je peux récupérer la TVA en amont à partir Oui. de 2026? Oui, la valeur de la créance ne change pas. Les éléments probants liés au contenu de la facture ne changent pas. Donc, tous les articles TVA sont toujours d'application. Ok. Euh, voilà, donc Donc tout tout ça, reste ça pareil au change. niveau de la loi. C'est Ah juste oui, qu'il y a oui, une obligation de exactement. passer par PayPal. C'est ça. Il y a juste le vecteur d'échange qui change Mhm. entre assujetti TVA et le contenu, le format avec l'UBL qui est imposé. Euh, Voilà. Donc, c'est tout ce qui change. L'éligibilité de la créance, le contenu de la créance, la déductibilité, tout ça, rien ne change, en fait. Hein, oui. Il y a un Alors peu là, de... ah Oui. pardon, excuse-moi, Non, mais il y a un peu des exceptions, des cas d'usage en rapport avec les franchises TVA, avec les articles 44 et tout ça. Mais on va peut-être pas rentrer dans tous ces détails-là pour le moment. Mais voilà. Et donc, d'ailleurs, je reviens sur le fait qu'il y a une septantaine de slides et il y a des liens là-dessus. Et dedans, on détaille ces cas particuliers. Donc, si jamais il y avait des questions, voilà, on pourra s'y référer si nécessaire quand on aura transmis le support. Alors, je vais prendre un exemple dans les questions. Il y a quelqu'un qui utilise le réseau Mercurius pour recevoir les factures électroniques. Ils reçoivent bien les factures, par exemple, de Total Energy via PayPal, mais quand eux émettent des factures à Total Energy, ce dernier n'est pas dans la liste de clients. Est-ce que Mercurius est-il limité? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est quelle entité? C'est un privé ou c'est une société? C'est une entité. N'hésitez pas à nous répondre dans le chat. Oui, Je oui, ne sais je pas. suis désolé, je pose un peu une question, donc bon, Mercurius et donc la plateforme Hermès, en fait, c'est le fournisseur de services Mercurius de Bossa, donc du SPF, hein, donc de l'administration. Donc, c'est plutôt dédié à l'administration. Donc, en tant qu'entreprise ou PME ou que sais-je d'autre, c'est a priori pas la bonne voie. Il y a d'autres solutions. D'ailleurs, nous, avec nos logiciels, on a des accords avec eux où on désonboard et on re-onboard en automatique, donc sans qu'il y ait d'autres manipulations à faire. Donc, ils ne souhaitent pas avoir, donc du côté Bossa, avoir je veux dire, toutes les PME, toutes les entreprises belges qui soient abonnées chez eux. C'est pas le but du jeu pour eux, quoi, en fait. Alors, j'ai Euh, la réponse, c'est une société de logement social. oui, c'est ça. Donc, voilà, donc pour tout ce qui est société, je vais dire, qui touche de près ou de loin, je vais dire, au gouvernement,
c'est clair que voilà, Mercurius, c'est leur destination, c'est leur usage, c'est pour eux qu'ils doivent. Voilà. Alors, les fonctionnalités liées à l'usage de Mercurius, d'Hermès ou des applicatifs, comme il y a par exemple pour la région Wallonne SAP qui est connecté dessus, ça dépend toujours de ce qui est implémenté dans le logiciel. Et donc, ici, j'imagine que c'est quelqu'un qui est sur le portail de Mercurius. Et donc là, c'est limité aux fonctionnalités que eux ont mis à disposition, en fait. Hmm. Moi, pour une société de logement, on en a dans nos clients. On utilise des programmes de comptabilité habituels. En général, les programmes de comptabilité qui sont ici utilisés par les fiduciaires, parce qu'ils sont quand même tenus d'avoir des comptabilités régulières. Et donc là, ils passent sur des Winbooks, Boporus en général. Et là-dedans, on est avec des logiciels liés qui, voilà, ont plus de fonctionnalités pour l'intégration à PayPal, quoi. Donc, On oui. nous demande d'ailleurs quel est le logiciel compatible avec Winbooks côté client. C'est quoi le nom? Il y a, donc, oui, il y a Winbooks On Web avec la facturation, par exemple. Alors, il y a Winbooks Connect. Et puis, alors, il y a également la partie facturation d'Exact. Donc, il y a essentiellement trois plateformes. Il y a la facturation live d'Exact qui est, voilà. Mais il y en a d'autres également, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que vous avez également toute une série de logiciels de gestion qui sont compatibles donc avec Bob Winbooks Chorus et qui sont intégrés. Donc, on prend le cas, par exemple, d'entreprises qui ont des caisses avec des comptoirs. Il faut des logiciels spécialisés qui permettent de générer la facture journalière, d'émettre la facture pour les clients comptoirs qui sont sur PayPal, hein, qui seront assujettis TVA, et en même temps d'avoir la liaison, l'intégration vers la comptabilité, vers la fiduciaire. Hein. Donc, il y a les outils standards intégrés à la comptabilité, puis pour les fiduciaires, et puis il y a des applicatifs métiers. On n'a pas cité Mercator, par exemple, hein, qui permet de faire ça, et d'autres. Hein. Donc, voilà, il y a un tas de cas d'usage. Je ne sais citer que des exemples. Il faut étudier à chaque fois cas par cas et étudier ce qui est le plus adéquat pour l'avenir, quoi. Alors, je peux comprendre qu'à un moment donné, on soit dans l'empressement, parce que le 1er janvier arrive à grands pas, qu'on puisse être tenté, par exemple, de s'enregistrer sur Hermès ou sur Docker, par exemple, rapidement, pour pouvoir, à un moment donné, migrer sur une autre plateforme dans un second temps qui soit plus adapté, mais ça vous permettra quand même d'être en conformité à temps, je vais dire. Mhm. Voilà. Euh, Je peux continuer avec les questions. Ou alors, Oui, allons-y. Mais en fait, bon, je ne sais pas si il y a une vidéo de démonstration sur l'encodage et réception d'une facture, mais je ne sais pas si on la montre ou si c'est mieux de continuer cette question-réponse parce que je vois que le temps passe, donc je te laisse oui, me on est déjà à 1 heure de webinaire. Quand on donner. s'amuse, on ne voit pas le temps passer. J'espère que vous aussi, vous ne voyez pas le temps passer et que vous avez peut-être encore un peu de temps pour qu'on puisse continuer ces questions-réponses. N'hésitez pas à nous faire signe dans le chat, hein. Mais pour la Donc voilà, parce vidéo, que en fait, dans le support que vous allez recevoir, il y a un lien avec. Hein, donc, c'est possible de revoir les vidéos également avec le support papier, hein, donc, enfin le support PDF, pardon. Mais continuons sur les solutions. Est-il possible d'avoir deux logiciels différents pour les factures clients et les factures fournisseurs? Et dans ce cas, deux opérateurs Fournisseur de service. PayPal. Ouais. Tout à fait. Donc, en fait, la règle, c'est un seul fournisseur de service pour la réception par numéro d'entreprise. Donc, pour recevoir, je ne sais avoir qu'un seul point d'entrée. Par Mhm. contre, pour émettre, je peux en avoir autant que je le souhaite. Donc, On a un numéro d'entreprise, on peut avoir plusieurs ID PayPal? alors, on peut être capable d'émettre des factures sur plusieurs fournisseurs de services. Donc, par exemple, j'ai mon logiciel de facturation à un comptoir. J'ai mon logiciel qui est capable d'émettre des factures en back-office au bureau. J'ai également mon e-commerce qui émet des factures. Eh bien, je pourrais imaginer donc avoir trois fournisseurs de services pour l'émission des factures. Et ces factures seront émises avec comme émetteur un seul identifiant PayPal, son identifiant PayPal qui correspond à cette entité, à ce numéro de TVA-là. Donc, il y a un seul identifiant PayPal Mhm. qui sert pour la réception des factures. Et par contre, cet identifiant PayPal est capable d'émettre des factures vers plusieurs fournisseurs de services et autant que de nécessaire. Ok, donc il y a toujours qu'un seul identifiant, mais ça peut partir vers plusieurs fournisseurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et donc, je peux, par exemple, si je fais de l'e-commerce et je fais de l'e-commerce international,
eh bien, je peux utiliser un fournisseur de services différent pour les factures que j'émets en Espagne et les factures que j'émets, par exemple, pour un client en Belgique. Si je facture avec deux logiciels différents, eh bien, je peux utiliser deux fournisseurs de services pour l'émission différents. Et ce sera à chaque fois à partir de mon identifiant PayPal unique. Alors, Voilà. on a déjà un peu parlé des formels. Elle a une question de Christophe. Sait-on quand une facture multicommande sera possible dans le format UBL pour PayPal? Quand une facture multicommande, Oui. j'imagine qu'il s'agit d'une facture où on a regroupé plusieurs bons de commande en une seule facture. Donc en Si fait, ce n'est pas le cas, dites-le nous. Donc, en fait, un logiciel qui va permettre l'encodage de plusieurs bordereaux, plusieurs bons de livraison. Je vais prendre le cas, en fait, on a un logiciel chez nous qui est un logiciel qui s'appelle Astral Software, qui est un logiciel spécialisé pour les brasseurs et distributeurs de boissons. Et donc, un brasseur, il livre donc des casiers de bière, du coca, tout ce qu'on peut imaginer à des hôtels, restaurants, brasseries tout au long du mois. Et donc, en fait, ces bordereaux de livraison pendant le mois vont être regroupés en une seule facture à la fin du mois. Et ça, c'est le logiciel qui permet de le faire avant de l'expédier sur le réseau PayPal. Donc, cette question de regroupement a lieu, en fait, indépendamment du réseau PayPal. On regroupe sa facture, on fait une super facture avec tous les bordereaux, tous les bons de livraison. Et cette facture, on la convertit dans le format UBL pour l'envoyer sur le réseau PayPal à son destinataire, en fait. Donc, ça, c'est déjà possible. Et alors, j'ajoute que dans sa facture UBL, dans ce fichier UBL, on peut ajouter des annexes, des pièces jointes, qui peuvent être, par exemple, tous les bordereaux ou tous les bons de livraison qui ont servi à la constitution de cette facture, par exemple. Donc ça, nous, on le fait avec un de nos logiciels, donc avec Astral Software, qui est, voilà, pour ce cas d'usage particulier des brasseurs. Alors, J'espère que j'ai répondu et j'espère que j'ai bien compris, en fait, ce qu'on voulait dire par multi. oui, n'hésitez pas à nous dire hein, si on n'a pas compris la question, on peut trouver une autre réponse. Oui, voilà. Euh, question que je vais quand même prendre, parce que je pense que du coup ça n'a pas été clair, les éléments du début. Que devons-nous faire si après janvier 2026, un fournisseur continue à nous envoyer ses factures en PDF au lieu de passer par PayPal? Avons-nous le droit de les refuser? Non, vous devez les accepter. Voilà. Voilà. C'est Et clair, net. Voilà. Donc, voilà. L'éligibilité de la créance ne dépend pas du vecteur utilisé pour envoyer et recevoir cette facture. Donc donc, si et on on peut envoie, continuer à envoyer en papier si la personne n'est pas sur PayPal. oui, Enfin, en vous n'avez papier, pas d'autre en choix. PDF. Vous n'avez pas d'autre choix. Vous devez l'envoyer par le moyen que vous jugez être nécessaire, lui donner en main propre, l'envoyer par pigeon voyageur, faire ce que vous voulez. Vous la faites arriver et là, la créance reste éligible. Simplement, la personne qui n'est pas sur le réseau PayPal alors qu'elle devrait l'être en tant qu'assujetti TVA pour le 1er janvier 2026 est en infraction et risque voilà, de Une se amende. voir taxé d'une amende de 2 500 euros première infraction, 3 000 deuxième, 5 000, ainsi de suite. Donc ça avance comme ça et les constats a priori auraient lieu de 3 mois en 3 mois pour non-conformité. Alors, je peux juste peut-être montrer un truc qui peut peut-être éclaircir certains aspects. C'est Montre-nous, montre-nous. attendez, je vais y arriver. Voilà. C'est ceci. Donc, en fait, ceci, c'est le PayPal Directory. C'est une sorte de Google des gens qui sont sur le réseau PayPal. Donc, le réseau PayPal tient, je vais dire, un grand répertoire de toutes les personnes qui sont sur le réseau. Et donc, vous pouvez faire une recherche avec le nom d'une société et vous affiche, en fait, le numéro d'entreprise. Donc, ça, c'est une adresse PayPal. Hein. Donc, en Belgique, les assujettis TVA, c'est 0208 2 points le numéro de TVA. Mais pour les autres pays, ce sera différent. Pour les administrations, c'est encore différent. Hein, donc ça peut varier, ça. Mais en tout cas, entre assujettis, c'est super facile. Et d'ailleurs, tous les logiciels retrouvent ces adresses automatiquement. En tout cas, si c'est des assujettis belges. Et donc, on peut voir sur cet outil qu'il y a des informations, dont une date d'enregistrement, par exemple. Donc, c'était depuis 2024.
Donc, décembre 2024, donc, la société ici est enregistrée sur le réseau PayPal. Et donc, c'est un outil redoutable, évidemment, pour l'administration, pour voir si vous êtes bien sur le réseau PayPal à un moment donné. Hmm. Voilà. Donc, cela Ou pour étant, vous, voir si la personne est sur PayPal et que vous pouvez envoyer votre facture. rechercher et vérifier si vous-même êtes bien enregistré correctement. Alors bon, il y a parfois des difficultés avec ce portail parce que certains assujettis, s'ils ne sont pas onboardés auprès sur le réseau correctement, ben, ne s'affichent pas. Donc il faut quand même s'en inquiéter et s'assurer que ce soit bien correct, quoi, en fait. Hein. Donc il faut vérifier, quoi. Il faut vérifier. C'est important. Donc ça, c'est utile, hein, directory.paypal.eu. Oui, Petite je vous ai mis copie. le lien dans le chat. Donc, je vois qu'il y a la question. Je vous ai mis le lien dans le chat. Je vous le mets aussi directement dans la question. Donc, comme ça, c'est fait. Alors, on a Voilà. une réponse par rapport à la question précédente. En fait, cela concernait le fait que UBL PayPal ne peut n'avoir qu'une seule référence renseignée, ce qui pose problème quand on veut faire régler trois commandes avec une seule facture. Donc ce serait une facture Oui, PayPal. Enfin, c'est pour là où les communications. Mais dans le format UBL, donc effectivement, on peut mettre plusieurs références, la possibilité de mettre des références plus larges. Mais tous les logiciels ne le permettent pas. Donc en fait, il ne faut pas confondre les limitations du format UBL et du réseau avec les limitations qu'un logiciel peut avoir. Et ok, donc, en fait, vous avez des logiciels qui, eux, ne sont capables de faire un seul document qu'avec une seule référence. Et vous avez d'autres logiciels qui sont plus évolués. Et c'est le cas d'usage que j'expliquais juste avant. Hein. Donc, avec notre logiciel Astral Software, on regroupe des bordereaux et on fait une facture plus complète avec toute une série de références dedans. Et ça fait partie du format de l'UBL qui accepte des références multiples. Donc, l'UBL permet de le faire, mais votre logiciel ne permet pas de le faire. Donc, il faudrait peut-être demander aux éditeurs logiciels ou voir en quelle mesure ça pourrait être amélioré. Mais c'est techniquement possible. ok. Donc là, c'est lié au logiciel, Logiciel pas finalement à PayPal. adapté ou qui permet de le faire, en tout cas une fonctionnalité limitée. Quoi, ouais. Alors, une question un peu pour aller plus loin, une question de Thierry. Est-ce que PayPal ou les administrations européennes, belges envisagent de mettre en place un archivage des factures via une technologie comme la blockchain? Alors, l'administration travaille sur cette histoire de système à 6 coins, hein, dont on a parlé tout à l'heure, où une copie de la facture sera envoyée à l'administration. Et les problèmes ne sont pas que techniques, ils sont également juridiques. Et la question de la conservation du document se pose aussi, puisque l'administration pourrait dire, tiens, oui, ok, mais on reçoit les factures pour faire la déclaration TVA, mais est-ce qu'eux conserveraient la facture à long terme et est-ce qu'ils ont les capacités techniques à un moment donné de conserver toutes ces factures parce que ça fait une volumétrie incroyable. Donc en fait, au niveau technique, ça pose des problèmes et au niveau juridique également. Hmm. Il y a des questions de protection des données et compagnie. Donc en fait, l'administration s'occupait de ça. A priori, c'est des questions auxquelles ils réfléchissent, mais il n'y a rien sur la table. Il n'y a pas de roadmap qui tienne la route autour de ça. La question du stockage euh, des documents sur des applicatifs tiers ou des solutions tiers, ben, c'est quelque chose qui existe déjà. Hein. Il y a des solutions GED, notamment avec des conservations long terme, ce genre de choses-là qui existent hein, et qui utilisent notamment la blockchain. Donc, la question est, est-ce que c'est nécessaire? Dans quel cas d'usage sommes-nous? Si on est une PME et qu'on a besoin de stocker ses factures, avoir un stockage sur un lecteur cloud ou un stockage version comptable, normalement, ben, ça fait le boulot. Donc, il faut peut-être pas vouloir utiliser des outils disproportionnés. Maintenant, oui, c'est clair que le stockage dans une blockchain pour garantir le contenu et garantir la, la qualité de l'original, enfin le fait que ce soit un original et qu'il soit voilà, toujours identique, euh, c'est certain que c'est une bonne solution, mais est-ce que c'est absolument nécessaire et dans quel cas d'usage sommes-nous à nouveau quoi. Voilà. Alors, je vous partage aussi la cartographie du Digital Wallonia des différents acteurs et solutions disponibles. Euh, il y a deux sites sur lesquels vous pouvez trouver ça. Vu qu'on parlait des outils, je me disais que ça pouvait être intéressant
de vous fournir ce petit lien. Alors, on s'approche quand même à la fin du webinaire. Eric, est-ce que tu veux ajouter quelque chose d'important euh, par rapport à la présentation de ce jour? Je vais dire, je ferai ça en deux parties. À nouveau, l'obligation légale 1er janvier. Donc là, si vous êtes assujetti, il faut y aller. Donc il faut absolument jeter votre dévolu sur une solution, peu importe laquelle j'ai envie de dire à ce stade-ci, mais il faut le faire, quoi, hein. Mhm. Donc on a parlé tout à l'heure de Dockel qui permet même de vous enregistrer gratuitement, ne fût-ce que ce soit fait au moins temporairement, quitte à ce que ça vous permette donc de changer de solution ultérieurement. Tournez-vous vers vos comptables et faites le nécessaire au plus vite pour éviter d'être en infraction. Maintenant, l'autre propos qui, lui, est plus en rapport avec la digitalisation, la transformation numérique en général, il faut absolument vous lancer dans cette aventure rapidement pour rester raccord avec toutes les technologies qui vont suivre derrière. Plus vite vous prenez le train en marche, plus vite vous serez en ordre et en facilité pour vous adapter sur les nouvelles évolutions qui vont venir. Donc, c'est important de le faire rapidement pour ne pas être dépassé en fait et s'adapter, s'acclimater rapidement à toutes ces technologies et tous ces outils qui vont évoluer très rapidement en fait. Donc, il faut y aller. Et finalement, tous les utilisateurs et toutes les personnes qu'on a onboardées jusqu'à présent sont satisfaits. Donc, on a vraiment plutôt des retours très positifs. Donc, une fois qu'on l'a fait, c'est plutôt agréable. Voilà. Merci. Je te poserai alors une dernière question, vu qu'il faut prendre ce train numérique. Euh, Quelles seraient pour toi les fonctionnalités essentielles à rechercher donc, dans cet outil numérique, ce logiciel quelles seraient donc les fonctionnalités essentielles de cet outil pour assurer une transition en douceur? Ce qui est important, c'est que ce soit adapté à vous. Un outil inadapté. Allez, je vous dis autrement, quand on jette son dévolu sur un logiciel, en fait, en général, c'est pour 10 ans. Donc, c'est quand même long, quoi. Donc, se retrouver régulièrement en face d'interface ou d'un outil qui est frustrant parce qu'il ne permet par exemple pas de gérer l'entièreté des obligations et des besoins qu'on a dans son métier, évidemment, voilà, c'est plutôt insupportable en fait, hein. Au bout d'un temps, c'est vraiment limitant. Et donc, bien vous tourner vers, oui, certainement vos comptables, vers vos collègues ou d'autres entreprises qui font le même métier que vous pour bénéficier du retour d'expérience, demander aux corporations et puis éventuellement demander à des informaticiens de gestion comme nous qui vous aideront à faire les choix, hein. Donc, en réalité, les plateformes web, il y en a 4, 5, 6 qui sont adaptées. Les applicatifs liés au comptable, il y en a 3, 4, 5, donc c'est quand même pas énorme non plus. Et dans les ERP, là, ça se complique un petit peu parce que pour certains métiers spécialisés, il peut y avoir des particularités, mais là, de toute façon, en général, les PME bénéficient d'aide d'informaticiens et à ce moment-là, ben, les outils voilà, se sélectionnent naturellement, quoi. Voilà. Un outil adapté. Un outil adapté, donc réponse compliquée certainement pour vous, mais voilà, on ne connaît pas évidemment toutes vos spécificités. Et justement, c'est peut-être de dresser un peu ce côté spécifique, rien par rapport à vous, par rapport à vos clients, par rapport à l'entreprise pour laquelle vous travaillez, et voir où sont effectivement les besoins. On Euh, va s'adresser de la même manière en fait à une PME qui fait de la vente avec un comptoir et un magasin, une ASBL qui s'occupe d'aspects sociaux, une PME qui fait de la transformation ou une administration ou une fiduciaire. Donc mhm. évidemment là, le cas par cas, voilà, doit être traité quoi. Après, ce qu'on pourrait dire, Oui, je vais la faire facile, ce qu'on pourrait allez-y. dire, c'est d'avoir un outil qui soit connecté à PayPal. Voilà, ça on peut dire. C'est la base, hein. Ça c'est la base. La base, absolument. On va prendre une dernière question. Je vois que Thierry insiste pour revenir sur sa question sur la déductibilité. Oui. Euh, alors, je résume.
Dans le cadre B2B, seule la facture électronique structurée serait considérée comme valable par l'administration belge pour l'exercice du droit à déduction de la TVA à partir du 1 2026. Cela laisserait entendre qu'une facture non conforme pourrait poser un risque. Non, non, non. Non. Non, non, l'éligibilité de la créance reste d'application, qu'elle vienne par PayPal ou non. Donc, ce qui fait Oui, que parce que, et puis là, il parle de clients internationaux. Effectivement, si une facture dans un pays où PayPal n'est pas encore obligatoire, vous devez oui, pouvoir tout à fait, tout à fait. les Donc, honorer. non, non, absolument. Donc, vous avez une facture avec de la TVA dessus. Elle vous arrive d'un tiers qui n'est pas sur le réseau PayPal, mais qui est parfaitement assujetti à la TVA. Donc, ça, je rappelle que vous pouvez le vérifier sur le site VIE, hein, VIES, VIES, de la communauté européenne, qui recense tous les assujettis TVA de la communauté européenne, et donc, y compris donc les nationaux belges. Et donc, vous avez je veux dire, la garantie quand vous vérifiez sur ce site que cette personne est bien assujettie à la TVA au moment où la facture est émise ou reçue, émise, pardon, eh bien, cette facture est totalement éligible au titre de la TVA pour la récupération de la TVA. Ça, c'est, voilà. Ou sur le régime intracommunautaire ou que sais-je d'autre. Donc, toutes les règles TVA restent d'application. Hein. Il n'y a rien qui change de ce côté-là. Donc, si vous recevez une facture par un autre moyen que PayPal et qu'il y a de la TVA dessus, vous pouvez la déduire, il n'y a pas de problème, quoi. Rien ne change. Ok, donc voilà, c'était une dernière question. On va devoir malheureusement clôturer et quitter. En tout cas, l'ADN et Eric restent disponibles si vous avez d'autres questions. On ne peut pas évidemment aller dans toutes les spécificités propres à votre métier, mais en tout cas, on a essayé de balayer un maximum aujourd'hui et j'espère que ça a été un grand moment pour vous et que vous en savez plus sur PayPal. Euh, Voilà. Et donc, écoute, Pauline, merci, merci aussi pour ton merci à temps tous. et pour la modération. Oui, bah, c'était un plaisir d'animer ce webinaire sur PayPal, une question cruciale. En cette fin d'année, on approche l'échéance du 1er janvier. Un Absolument. grand merci à tous. Un merci aussi à vous pour toutes vos questions. C'est beaucoup plus agréable quand c'est interactif. Donc, c'était très chouette de vous avoir et d'avoir pu répondre à vos questions. Au revoir, Formidable. À bon bientôt. après-midi, Merci. Au à revoir. bientôt.